Pour éviter qu'une querelle coloniale dégénère en guerre entre les Européens, Bismarck décide de prendre les devants. En novembre 1884, il convoque à Berlin les grandes puissances. Ce sera la conférence de Berlin, moment fondateur du partage de l'Afrique, qui réunit 14 délégations au total. Contrairement à ce que l'on dit souvent, les frontières ne sont pas tracées à la règle et au compas lors de cette conférence. Elles fixent uniquement les règles pour les établir. On s'accorde alors sur plusieurs points. La liberté de circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger, la liberté du commerce dans le bassin du Congo, et surtout, le principe d'occupation effective. Fini le temps où le pape, comme en 1494, avec le traité de Tordesillas, pouvait partager le monde entre Espagnols et Portugais d'un simple trait de plume. Désormais, il ne suffit plus de revendiquer un territoire sur une carte. Il faut l'occuper militairement et administrativement pour le revendiquer. Dès lors, chaque puissance s'empresse d'envoyer ses troupes, planter leur drapeau. C'est le coup d'envoi de ce qu'on appellera plus tard le Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique. En moins de 30 ans, tout change. Les Européens se lancent dans une course effrénée pour occuper le plus de territoire possible. La France prend la Tunisie, l'Algérie, une grande partie du Maroc, puis s'étend en Afrique de l'Ouest et équatoriale, sans oublier Madagascar. Le Royaume-Uni contrôle l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Allemagne s'impose au Cameroun, en Namibie et en Tanzanie. L'Italie s'installe en Libye, le Portugal se consolide en Ouganda et au Mozambique, l'Espagne prend une portion du Maroc ainsi que la Guinée équatoriale, et quant à la Belgique, elle obtient le Congo, transformé en propriété personnelle du roi Léopold II. Mais cette conquête est loin d'être pacifique. Les Européens disposent de nouveaux atouts qui changent complètement la donne. D'abord, la vapeur et le chemin de fer qui leur permettent de pénétrer plus vite à l'intérieur des terres. Puis le télégraphe qui transmet désormais des ordres et des informations en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines. Et surtout, ils disposent de cartes précises qui recensent fleuves, reliefs et populations. À ces outils s'ajoute une stratégie politique redoutable, le diviser pour mieux régner. Les Européens s'allient avec certains chefs locaux, exploitent les rivalités anciennes et dressent les peuples les uns contre les autres. La France enrôle les tirailleurs ouest-africains dans ses rangs, quand l'Angleterre fait venir des régiments venus d'Inde. C'est l'ironie brutale du système colonial. Les colonisés combattent pour soumettre d'autres colonisés. Et puis il y a l'arme absolue, la mitrailleuse. Des machines de mort qui permettent à une poignée de soldats d'anéantir des armées entières. Ainsi, les résistances sont nombreuses mais peu victorieuses. En Afrique de l'Ouest, le royaume du Dahomey refuse le protectorat français. Ces guerrières se battent avec acharnement mais finissent vaincus. En Afrique australe, les Zoulous infligent une défaite historique à l'armée britannique avant d'être écrasés quelques mois plus tard. Mais la conquête ne provoque pas uniquement des guerres entre les Européens et les Africains. Dans le sud du continent, la guerre des Boers voit les Britanniques affronter les colons afrikaners, descendants des premiers installés néerlandais. Derrière cet affrontement, le contrôle de l'or et des diamants d'Afrique du Sud. Il n'y a que l'Éthiopie qui parvient à mobiliser des centaines de milliers de soldats et infliger une défaite écrasante à l'Italie. Pour la toute première fois, une armée africaine moderne repousse une puissance coloniale. En 1914, c'est donc le seul pays africain, avec le Liberia, création des États-Unis, à rester indépendant. Le bilan est sans appel. 90% de l'Afrique est colonisée. En à peine 29 ans, le vol est accompli. C'est l'âge d'or des empires. Les terres sont confisquées, les populations déplacées. Tout ceci profite aux mêmes élites coloniales pour un rendement faible et des coûts humains immenses. L'exemple le plus terrible reste celui du Congo de Léopold II. Les habitants y sont soumis au travail forcé pour extraire caoutchouc et ivoire. Ceux qui résistent ou ne remplissent pas les quotas subissent les coups de fouet, les mutilations ou l'incendie de leur village, entraînant 10 millions de morts sur la période. Et ce drame n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si le bilan exact reste impossible à établir, la colonisation aurait coûté la vie à plusieurs dizaines de millions d'Africains. Pourtant, à Paris, à Londres ou à Berlin, on célèbre ces conquêtes comme des victoires du progrès et de la modernité. Les expositions coloniales fascinent les foules et les eaux humains exhibent les Africains comme des curiosités exotiques. Mais derrière cette vitrine de progrès, un autre héritage se prépare. Le partage du continent a aiguisé les rivalités entre puissances, des tensions qui finiront par exploser en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Et l'impact dépasse largement cette époque. Les frontières, les langues imposées, les structures brisées continuent d'alimenter des instabilités jusqu'à aujourd'hui. Alors une question demeure. Si l'Europe n'était jamais intervenue, à quoi ressemblerait l'Afrique aujourd'hui ?